Madame la ministre, tout d'abord, merci de votre présence et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, je ne sais comment vous souhaitez procéder. Est-ce que vous souhaitez intervenir et on interrompt la table ronde, ou est-ce que on termine la table ronde et vous intervenez après en fonction de votre agenda, comme vous le souhaitez? En 5 minutes, ça va être difficile. Ah oui, non, c'est plus long. Non, allez-y, je pense que c'est bien. Oui. Alors on interrompt. Oui, on interrompt. Non, je vous en prie. Je vais venir vous accueillir. Tu restes, hein, Philippe? Ah si, parce qu'on reprend après. Je vous céderai le micro ici. Tout d'abord, Madame la ministre, je renouvelle donc mes remerciements pour votre venue ici à Nevers pour cette 11e rencontre nationale des Scots. Je voudrais en profiter, Madame la ministre, pour vous remercier très officiellement de la bonne collaboration qu'a pu établir la Fédération des Scots avec votre ministère. Nous avons signé il y a quelques jours, une quinzaine de jours, et nous avons eu l'occasion d'échanger d'ailleurs assez longuement sur les Scots à ce moment-là. Nous avons signé une convention qui lie le ministère à la Fédération, ou plutôt qui lie la Fédération au ministère, c'est comme on voudra. En tous les cas, ça s'est traduit par une aide substantielle financière, puisqu'il s'agit de 4 fois 50 000 euros pour le fonctionnement de la Fédération. C'est quelque chose d'important, c'est une première, et je crois que ça témoigne des bonnes relations que nous pouvons avoir. Nous bénéficions également de votre aide pour l'organisation de ces journées, de même que vous avez participé au financement de l'étude Scott et Territoire, qui est un peu le point central, le nœud de toute cette 11e rencontre des Scots. Mais d'une façon plus générale, je voudrais me féliciter des bonnes relations qui existent entre le ministère et la Fédération, ne serait-ce lors de l'élaboration des textes de loi, en amont. Pour ce qui est des amendements que nous déposons aussi, on en discute avant et on arrive à les faire partager par un grand nombre d'élus, et ce partenariat me semble extrêmement positif et efficace, même si bien sûr chacun est libre bien sûr de garder son point de vue, mais c'est une collaboration que je voudrais souligner et que nous en tant qu'élus apprécions énormément. Voilà, c'était les quelques mots que je souhaitais vous adresser. Maintenant, Madame la Ministre, on va vous accueillir, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Alors, je profiterai quand même encore du temps de parole que j'ai pour vous dire que ici, nous sommes en débat durant 2 jours. Vous avez des représentants de votre ministère qui sont ici. Ils sauront vous faire remonter l'état de nos débats. On espère aussi qu'ils pourront inspirer vos travaux. Et nous allons maintenant vous écouter. Vous avez vu que là, vous avez assisté à un bout de table ronde où nous essayons de nous situer dans les différents outils dont nous disposons, SRADET, SCOT, PLUI plutôt. Et voilà la question sur laquelle nous débattons maintenant. C'est un sujet, je sais, qui vous est également très cher et qui, pour la fois, vous préoccupe, mais nous sommes en train d'organiser tout ça, vous à l'échelle du gouvernement et nous sur le terrain, au plus près du terrain, et nous essayons d'organiser ces outils. Et un peu, c'est sur ces sujets qu'on aura peut-être le bonheur de vous écouter. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la députée, Monsieur le Président de l'agglomération, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, tout d'abord mes excuses d'interrompre votre table ronde, mais il se trouve que je souhaite profiter de ma venue à Nevers pour aussi aller voir quelques communes qui ont des questions de logement assez importantes, parce que même en zone dite détendue, on a des questions de logement importantes et le ministère du Logement s'y intéresse beaucoup, malgré notre forte mobilisation également sur des zones qui sont en plus grande difficulté. Et donc, je vous prie de m'excuser par avance de ne pas avoir attendu la fin de vos travaux pour intervenir. Je voulais tout d'abord vous faire part de mon plaisir d'avoir pu venir à vos rencontres nationales des Scots, et y compris d'avoir ce moment
de discussion avec vous devant des élus qui se sont engagés, des élus, puis évidemment derrière des services et des gens au service des collectivités, qui ont fait le choix à un moment de s'engager pour que les territoires se dotent de l'ensemble des outils qui leur permettent d'avoir une vision d'ensemble sur leur aménagement, sur leur politique du logement, sur leur politique de développement. Et il me semble-t-il, c'est dans ce cadre-là que s'inventent des perspectives importantes pour les sujets, évidemment, qui me soucient, notamment celui que tout le monde trouve un logement digne et abordable là où il vit. Et c'est notamment d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons, il y a, je crois, 15 jours, conclu une convention entre le ministère du Logement et la Fédération des SCOT pour justement, en fait, mettre sur le papier un partenariat qui existe depuis longtemps, assurer de notre soutien la Fédération dans son travail et aussi poursuivre cet accompagnement qui est fait par les services du ministère depuis un moment. C'est aussi pour moi l'occasion, à travers cette convention et ma présence aujourd'hui, de tout simplement souligner le rôle essentiel qu'est cet outil de planification à la fois concertée et de prospective qu'a imposé le SCOT. Et on peut le dire aussi très simplement que les territoires qui n'ont pas trouvé cet outil intéressant, en général, ne l'ont pas non plus trouvé intéressant parce qu'ils ne cherchaient pas à avoir cette vision et concertée et de prospective. Et étant élue francilienne, je parle en connaissance de cause. Et c'est pour cette raison que je souhaite, à travers mon intervention, vous dire que aujourd'hui, je pense que nous sommes convaincus que nous devons, au sein des collectivités et à travers les politiques nationales de logement, répondre aux besoins de qualité de vie dans le quotidien de nos concitoyens, d'instaurer de la cohésion sociale à l'intérieur des territoires et de permettre un développement équilibré, en particulier avec le milieu naturel. Et donc, il faut pour cela s'engager avec des outils d'urbanisme qui nous permettent de répondre à ces défis. Ces défis sont d'autant plus forts qu'aujourd'hui, il y a des attentes et des enjeux majeurs en matière de besoins d'écologie face à des défis climatiques et des défis naturels extrêmement importants, des besoins d'égalité et de solidarité, notamment pour répondre aux fractures sociales et territoriales que connaissent notre pays, et également des besoins de concertation, de dialogue et de démocratie locale, pour établir sur la durée ce dialogue entre élus, décideurs, habitants, citoyens, ensemble des acteurs qui font le cadre de vie et son développement. Et c'est notamment à travers ces objectifs-là que je souhaite, moi, défendre une politique pour le logement et l'habitat durable. La première chose, et j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours lors d'une conférence de presse, c'est que face aux défis environnementaux, notre priorité doit être à l'habitat et l'aménagement durable, y compris tout d'abord pour répondre aux défis dans lesquels la France s'est engagée, notamment à travers la signature de l'accord de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique, qui impose que notre pays tienne des engagements de réduction de gaz à effet de serre et donc tienne des engagements de développement équilibré sur ces questions, et notamment en construisant tant en milieu rural qu'en milieu urbain de manière durable, pour pouvoir évidemment avancer sur ces limitations de gaz à effet de serre. Cela passe évidemment avec la promotion des bâtiments à énergie positive ou à faible émission. Cela passe notamment par la promotion des territoires à énergie positive, par exemple, du travail sur la mobilisation des territoires pour avoir une meilleure prise en compte de l'économie circulaire, de la mixité sociale et fonctionnelle, et donc des projets d'aménagement qui y répondent. Et très clairement, pour promouvoir cette planification stratégique au niveau des bassins de vie, il y a un outil, c'est le SCOT, et puis un second qui est le PLUI. Et me semble-t-il, avec ces deux outils, s'ils sont bien coordonnés et construits et bien pensés, nous pouvons avoir une coordination de ces différents objectifs, mais aussi une organisation de l'usage des sols qui soit acceptable. Et c'est cette action globale pour l'habitat et l'aménagement durable à l'échelle du territoire, dans la coopération entre les acteurs locaux et en fonction des besoins spécifiques des habitants, que nous pouvons évidemment nous inscrire. On a aujourd'hui des résultats. Je suis sûre que vous en avez parlé durant vos débats, mais
Aujourd'hui, il est très clair que les territoires ont utilisé pour beaucoup le SCOT comme un véritable outil stratégique. On le voit notamment par le nombre de territoires qui se sont dotés des SCOT. La dynamique est extrêmement forte, elle peut l'être encore plus et évidemment on doit l'amplifier. Mais nous avons quand même aujourd'hui déjà 300 SCOT qui ont été approuvés ou arrêtés. Il y a 10 ans, c'était 17. Nous avons près de 155 SCOT qui sont en cours de projet. Et c'est finalement à peu près 80% de la population française qui est concernée par ce document. Nous avons d'ailleurs voulu améliorer cette dynamique, un peu la forcer, si je peux dire ainsi, puisque nous avons prévu qu'à partir de l'année prochaine, les territoires qui ne seront pas dotés de SCOT se retrouveront en principe d'urbanisation limitée et donc seront, à contrario, poussés, je l'espère, à adopter ces normes. On a aussi maintenant une nouvelle évolution et qui, évidemment, nous regardons avec attention, c'est qu'après le développement des SCOT, il y a aujourd'hui l'émergence des PLUI, qui connaît également une forte mobilisation, et puis une nouvelle obligation qui est celle d'articuler les SCOT avec un nouveau type de schéma au niveau régional, les SRADET, qui sont un nouveau défi pour les régions. Il me semble que si vraiment les collectivités, les élus ont ce souci d'aménagement durable et de répondre aux besoins de leurs concitoyens, c'est plutôt une chance que d'avoir aujourd'hui des obligations de se doter de schémas pour justement répondre aux besoins de mobilité, développement économique, logement. Je vous le redis, je suis une élue francilienne, j'ai connu la grande saga du schéma directeur d'Île-de-France, qui est pour certains un super SCOT, ou pas assez SCOT d'ailleurs, ce fut un long débat, mais quand on veut vraiment utiliser ces outils à bon escient, c'est en fait une chance d'avoir cette capacité de rentrer en concertation avec plusieurs centaines de communes, en l'occurrence plus d'un millier, mais surtout de se poser la question de où en serons nous dans 30 ans, comment notre région aura évolué, quels seront les besoins en logement. Et c'est pour ça que face à toutes celles et ceux qui nous expliquent que ces nouvelles obligations sont compliquées, il faut démontrer que c'est plutôt intéressant pour les territoires si on leur donne des moyens et si nous les accompagnons. Et c'est notamment, me semble-t-il, ce que nous voulons faire, nous, depuis le ministère du Logement, avec un travail très clair et un engagement très clair de notre ministère, pour aider les territoires en ingénierie, avoir le club PLUI, le travail qui fait avec la fédération des SCOT, pour notamment aider l'ensemble des territoires à pouvoir y répondre. Et surtout, me semble-t-il, c'est ce travail-là qui peut nous permettre aussi de répondre à quelques défis sur lesquels on a beaucoup de mal parfois à avancer. Je pense notamment à l'urbanisme commercial, qui suscite beaucoup de débats, de blocages, mais aussi de beaucoup d'erreurs d'urbanisation, pour dire les choses très simplement. Et me semble-t-il, ces éléments de documents d'urbanisme peuvent nous aider à faire face. Et dans ce cadre-là, cette phase de transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une transition écologique, énergétique qui est très forte, peut être accompagnée notamment par les SCOT qui peuvent nous permettre d'avancer, évidemment. Alors, nous ne sommes pas non plus complètement dogmatiques, et y compris, nous faisons attention à des difficultés que connaissent les territoires. Tout à l'heure, vous parliez, quand je suis arrivée, des nouvelles grandes intercommunalités, dont certaines ont plus de 125 communes, ce qui n'est pas anodin. Et nous avons un souci qu'on a traduit dans le texte de loi que je vais défendre la semaine prochaine, qui est que toutes les démarches de planification actuelles, les SCOT en cours et les PLUI, ne soient pas complètement figées par l'arrivée de ces super intercommunalités. Et donc, on a mis en place des délais pour ne pas tuer ce qui est en train d'être fait à une échelle qui n'est pas celle de ces grandes intercommunalités, mais qui sera très utile pour la suite. Et c'est notamment après une discussion avec la Fédération des SCOT que nous avons évidemment intégré cela dans le texte de loi. Vous dire enfin que votre engagement, et qui j'espère à chaque fois va essayer de mobiliser plus de collectivités et plus d'élus autour de ces questions des SCOT et même des PLUI, c'est aussi pour nous un moyen de faire de ces outils des outils pas simplement de prospective, mais aussi de prévention.
notamment face à une évolution climatique qui fait que, par exemple, les questions d'inondation sont des questions qui, de toute manière, vont s'imposer à nous, parce que la montée des eaux n'est pas simplement un mythe, c'est une réalité, et ça interroge beaucoup l'urbanisation de pas mal de zones, notamment sur le littoral, mais pas que, la prévention des risques, les types de constructions que nous serons amenés à faire dans des zones qui ne sont pas considérées comme inondables, mais qui néanmoins connaissent parfois des grandes difficultés, et de savoir comment est-ce que l'on va construire demain dans ces zones. Et puis aussi, vous le savez, un souci qui est qu'il faut que dans certains endroits, nous mettions un arrêt total à l'imperméabilisation des sols, et surtout qu'on redonne à ces sols des capacités d'absorber l'eau. Et donc ça veut dire aussi de rendre ces aménagements plus résilients, pour répondre à ces objectifs-là, tout en sachant que, en même temps, territoire tendu ou détendu d'un point de vue du logement, nous ne devons pas cesser notre engagement pour répondre aux besoins de logement qui sont forts dans notre pays, et y compris dans des zones qui ne sont pas souvent celles dont on parle. Je pense à des zones périurbaines où il y a des recherches de logements abordables, des zones qui deviennent tendues par l'attrait touristique et sur lesquelles il y a évidemment des grandes questions de logement des populations locales, évidemment les zones très tendues, mais peut-être aussi les zones qui deviendront tendues dans 10 ans parce qu'il y aura une évolution économique ou démographique ou de mobilité. Et c'est tout cela que nous devons essayer de traiter évidemment dans ce travail-là, avec vous et avec évidemment, par exemple, la Fédération des Scots, mais aussi la DCF, qui quand même est aussi un acteur pour nous important de cette discussion. C'est donc notamment des actions de formation et d'information que nous allons mettre en place dans le cadre de la convention que nous avons signée, notamment avec un engagement particulier qui est autour de la démarche nationale baptisée Scott des ruralités, pour aider notamment les territoires les plus ruraux sur ce sujet. Nous allons aussi continuer à soutenir des initiatives d'élaboration et de révision des Scott en métropole et en outre-mer, avec des appels à projets où il y a des financements à la clé, notamment un appel à projet cette année avec plus de 3 millions d'euros qui sont consacrés à cet appel à projet. Et puis, je l'ai dit, des adaptations juridiques pour préserver la dynamique des Scott, et c'est ce que nous allons discuter notamment dans le texte de loi la semaine prochaine. En conclusion, je voulais simplement vous dire que d'une part, celles et ceux qui sont engagés dans ce type de démarche, de travailler à un Scott et de le défendre, celles et ceux qui sont engagés dans les PLUI, je pense, sont assez vite convaincus de l'intérêt de la démarche. La question est de savoir comment est-ce qu'on va convaincre les plus réticents, car il y en a encore, et surtout, comment nous allons essayer que ces démarches que vous avez portées se retrouvent dans la dynamique, notamment au niveau régional, dans l'élaboration de ces schémas. Les SRADET, qui sont un objet encore assez non identifié pour beaucoup de collectivités, et sur lesquels, me semble-t-il, il ne faut pas qu'on ait des documents de bas niveau, si je peux parler, en tout cas, qui doivent porter la même ambition que celle que vous avez mis dans vos travaux. Et c'est, me semble-t-il, la future étape sur laquelle nous nous engagerons avec vous et avec l'ensemble des fédérations d'élus pour évidemment poursuivre cette vision d'une prospective dans l'aménagement et qui nous permet, me semble-t-il, de répondre durablement aux objectifs de logement et d'habitat durable, parce que très clairement, si on veut rendre de la dignité à l'ensemble de nos concitoyens, il faut commencer par leur donner un cadre de vie et un logement dans lequel ils peuvent se sentir dignes. Je vous remercie.